Les catastrophes coûtent des vies. Elles détruisent les maisons, les moyens de subsistance, les biens et surviennent de plus en plus souvent. Tous les indicateurs que nous avons nous montrent que l'impact des catastrophes sur nos sociétés empire. Nous devons faire quelque chose. Pas seulement répondre aux catastrophes, mais empêcher ces catastrophes de survenir en premier lieu. On appelle ces activités la réduction des risques de catastrophes. Ce sont des activités qui ont pour but de réduire la vulnérabilité des communautés face aux catastrophes naturelles et leurs effets. La réduction des risques de catastrophes doit toujours être adaptée au contexte local. Cependant, l'expérience acquise autour du monde nous montre que les projets qui ont produit de bons résultats ont suivi 6 principes de base. Ces principes sont détaillés dans ce film. Les catastrophes ne sont pas seulement la conséquence inéluctable de risques naturels, tels que les ouragans ou les tremblements de terre. La cause de ces catastrophes se trouve dans la vulnérabilité des communautés, une vulnérabilité qui se renforce d'année en année. De nombreux gouvernements et communautés en sont conscients. Le problème est qu'en même temps, les facteurs de vulnérabilité ont augmenté et nous avons des populations de plus en plus nombreuses. Beaucoup de gens continuent de vivre au mauvais endroit et ne font pas attention aux risques. Nous avons besoin de faire face à cette vulnérabilité et de montrer la manière par laquelle les relations de pouvoir et les facteurs socio-économiques influent sur l'aptitude des communautés à répondre aux catastrophes. Le Tadjikistan est un pays montagneux, à risque de tremblements de terre et de glissements de terrain. Ces catastrophes peuvent détruire des communautés entières. J'ai tout perdu, tout le monde, tout est parti. Je ne sais pas quoi faire. Je ne trouve pas d'aide. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que la descente de boue détruise tout? Tout est si terrible, je ne sais pas quoi faire. Ces catastrophes peuvent être évitées ou leurs effets réduits si nous les comprenons de manière adéquate. Après l'indépendance de l'Union soviétique et la guerre civile, la vulnérabilité des communautés a augmenté, en partie à cause de facteurs humains. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et se bat pour survivre. Les services sociaux sont en déclin. Le pétrole est devenu une denrée rare et de plus en plus inabordable. C'est pourquoi beaucoup de communautés obtiennent le carburant nécessaire pour cuisiner et se chauffer en coupant les arbres des collines avoisinantes. Lors de fortes pluies, il n'y a plus d'arbres pour absorber l'eau ou maintenir les sols en place. Les pluies causent de plus en plus souvent des glissements de terrain et des inondations, souvent fatales. Cette communauté a donc décidé d'agir. La vieille école était très mal située. Elle aurait pu être détruite à tout moment. Elle aurait fini par l'être. J'avais l'habitude de me réveiller chaque matin en pensant que j'irais à l'école et la trouverais détruite. Et qu'est-ce qui arriverait alors à l'éducation de mes enfants? C'est notre patrie. C'est le seul endroit où nous voulons vivre. Donc la seule chose à faire est de se préparer à de tels désastres. Des formations sont en cours, mais nous devons faire plus sur la façon de réagir, sur comment organiser des systèmes d'alerte précoces et être plus réactifs. Faire face aux glissements de terrain n'est cependant pas assez. Éduquer les communautés afin qu'elles puissent comprendre tous les facteurs qui contribuent au risque, ainsi qu'obtenir le savoir et les outils nécessaires pour y faire face, est un moyen de réduire les effets de catastrophes et faire face aux causes de cette vulnérabilité. Cette communauté au Tadjikistan a reconstruit l'école quelque part de plus sûr. La communauté a replanté des arbres et utilise des fours qui consomment moins d'énergie. Un comité, dont les membres sont formés en prévention et sauvetage en cas de catastrophe, a été établi. Ces activités contribuent à réduire la vulnérabilité de cette communauté face aux catastrophes futures. Les catastrophes frappent souvent les communautés les plus pauvres. Bien que les agences gouvernementales et les organisations caritatives y répondent avec de l'aide d'urgence, il est très important que les communautés participent à la prise de décision et aux activités qui les protégeront lors de catastrophes,
et qui leur permettront de faire face aux risques, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1. Il est important de se rendre compte que les communautés ont une capacité inhérente à faire face aux problèmes. Dans beaucoup de cas, ces communautés ont dû faire face à la sécheresse depuis plusieurs générations. Elles ont également dû faire face aux inondations depuis plusieurs générations et ont ainsi acquis un savoir local qu'il est important de ne pas ignorer. Au Malawi, les communautés locales ont leurs propres mécanismes pour faire face à la sécheresse. Nous observons le comportement des oiseaux, la direction du vent et la floraison des manguiers. Et nous pouvons ainsi dire si les pluies viendront ou pas. La sécheresse, puis la faim, rendent la vie de chacun très chaotique. Nous vendons des bicyclettes, des radios et du bétail à très bas prix, juste pour pouvoir acheter de la nourriture et pour pouvoir survivre. Des solutions comme celle-ci peuvent augmenter les niveaux de pauvreté et ne réduisent pas la vulnérabilité face aux catastrophes futures. Des journées communautaires telles que celle-ci à Nanzage au Malawi comprennent des performances théâtrales et musicales sur la réduction des risques. Elles ont pour but d'unir les communautés afin de discuter d'un nombre de sujets. Le représentant de l'autorité locale a accepté l'invitation de la communauté à discuter de la réduction des risques. La communauté peut ainsi faire des choix informés sur la manière de réduire les risques auxquels elle fait face. Ils se rendent compte des différents risques auxquels ils font face, comme la sécheresse. Et nous réfléchissons à comment utiliser au mieux l'environnement existant des communautés qui sont dans des endroits où il n'y a aucune source d'eau. Ils essayent de voir comment ils pourraient employer d'autres sources d'eau, peut-être en forant un puits, ou alors un système d'irrigation de petite taille actionné par des panneaux solaires, par l'énergie du soleil. Et il y a de l'eau qu'ils peuvent également employer pour boire et qui réduit leur vulnérabilité aux maladies comme le choléra et autres. La participation ne signifie pas seulement consulter les communautés. Cela veut aussi dire impliquer les communautés dans les prises de décision qui auront un impact sur leur vie. On a appris à propos des risques de sécheresse. On a décidé d'acheter des chèvres et des dindons. Et on a construit des dépôts de maïs pour que l'on puisse être plus résilient à la sécheresse. Ce processus consultatif permet l'utilisation des connaissances des communautés locales. Il permet aussi à ces mêmes communautés de décider quelles actions prendre et le soutien gouvernemental et le soutien des ONG dont elles ont besoin. Les gouvernements sont responsables, mais les communautés aussi sont responsables. Ce sont elles qui subissent les conséquences et qui ont donc un grand rôle à jouer en s'organisant en comités et volontaires parce que, quand un risque survient, ce sont les premières personnes à y répondre. Les catastrophes ont des conséquences différentes sur différents membres de la communauté. Les enfants et les femmes sont souvent représentés comme étant les plus vulnérables. Ceci n'est cependant pas toujours le cas et il est important de prendre d'autres facteurs en compte, tels que l'âge ou les handicaps physiques ou mentaux, l'origine ethnique ou la position socio-économique. Pour éviter l'exclusion de besoins importants, ces différences doivent être prises en compte. Vous savez, dans tout programme d'urgence humanitaire, comment savons-nous que les plus vulnérables sont inclus? Comment savons-nous que les plus vulnérables participent à ces décisions? Comment savons-nous, quand nous travaillons sur la réduction des désastres, que nous gardons à l'esprit les êtres les plus vulnérables de la communauté? Cela veut dire qu'il nous faut comprendre les phénomènes sociaux autant que politiques qui sont à l'œuvre dans cette société. Lors d'inondations récentes au Bihar, en Inde du Nord, des cas de discrimination contre des Dalits de basse caste par le gouvernement et les villages avoisinants ont été signalés. Vous savez, il y a une tendance, si vous suivez la hiérarchie du système de caste, à ne pas inclure les plus vulnérables. Ce qu'ils méritent est décidé par ses perceptions et valeurs culturelles.
Des membres de ces communautés dalits ont été exclus des distributions de nourriture et ont été victimes de violences lorsqu'ils ont tenté d'accéder aux plateformes de sécurité ou aux sources d'eau potable sur les terres des castes supérieures. Une ONG locale travaille désormais avec les communautés pour signaler ce problème au gouvernement, aux médias et au public afin de permettre aux dalits de plaidoyer pour de meilleures conditions. Tout le monde a pu participer aux discussions sur la reconstruction et la réduction des risques. Nous pouvons voir les femmes du village partager leur point de vue. Après cette consultation, des plateformes de sécurité séparées, des pompes à eau surélevées séparées ont été construites pour permettre aux dalits de trouver refuge lors d'inondations futures. La communauté dalit n'a pas de droit foncier et vit dans des zones à risque d'érosion fluviale. Une ONG locale encourage cette communauté à participer au développement de maisons sûres et portables. Elle pourra ainsi démanteler ces maisons et les emmener avec elle lors de catastrophes. Les catastrophes peuvent aussi présenter des opportunités pour changer les attitudes et les politiques nécessaires à la réduction des risques. La réduction des risques doit être inclusive. Ceci n'est possible que quand tous les membres d'une communauté, hommes, femmes, personnes âgées, personnes handicapées, les personnes économiquement vulnérables et enfants, sont totalement impliqués. Nous venons de voir que les catastrophes sont une combinaison de facteurs naturels et de vulnérabilités telles que des conditions peu sûres et des facteurs économiques et politiques. C'est pourquoi toute solution a besoin de prendre en compte cette complexité et requiert différents domaines d'expertise, différents outils et différentes organisations travaillant ensemble. L'Amérique centrale est frappée par une multitude de catastrophes chaque année, telles que les inondations locales et des catastrophes à plus large échelle, comme l'ouragan Mitch qui détruit la région en 1998. Des catastrophes comme celle-ci augmentent les niveaux de pauvreté et détruisent habitations, plantations, biens et placent de nombreuses vies en danger. L'année dernière a été une année record en termes de précipitations en Amérique centrale. En 70 ans, il n'y a jamais eu autant de pluie, autant d'eau. Il y a eu 14 puissants ouragans qui ont touché la totalité de l'Amérique centrale. La rivière grossit très rapidement et il y a un risque pour les enfants quand ils vont à l'école, car l'école est de l'autre côté de la rivière. Sur cette rive, on s'inquiète qu'ils puissent être emportés. Les actions individuelles prises par des groupes locaux, des ONG ou par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour faire face à ces problèmes. Une approche collaborative est nécessaire. Elle devrait impliquer les communautés locales, les ONG et le gouvernement travaillant ensemble en utilisant de manière optimale les ressources et capacités disponibles. Les partenariats stratégiques ont beaucoup d'avantages. Parce que la réduction des risques de désastre signifie résoudre une variété de problèmes. Aussi, il est bon de créer des alliances et des partenariats entre différents groupes qui apportent avec eux des capacités et une expertise différente. Et avec l'aide de tous, nous pourrons résoudre le problème. À Grenade, au Nicaragua, un de ces projets a regroupé différents groupes et communautés pour les aider à réduire les risques et la vulnérabilité face aux catastrophes. Tenemos un organigrama donde el alcalde es el responsable, es el jefe de la defensa civil. Il y a une structure pour les opérations de secours d'urgence, et à la tête de celle-ci est le maire. Il fait le lien avec le gouvernement central. Ensuite, les différents corps du gouvernement et les ONG forment tous ensemble un mouvement de défense civile qui peut répondre aux urgences. La communauté a établi des comités de réduction des risques et les autorités locales ont demandé à l'autorité chargée de la défense civile de leur offrir une formation. Le groupe communautaire a dessiné des cartes du village, identifiant les zones sûres et les voies d'évacuation.
Une ONG a organisé le financement au travers de bailleurs de fonds internationaux pour que les communautés puissent mener à bien leur travail de mitigation des risques, comme par exemple ce pont en construction. Des projets tels que celui-ci ne sont possibles que grâce aux partenariats stratégiques établis entre les communautés locales, le gouvernement, les experts techniques et les ONG. Ce que nous devons faire, c'est de trouver des moyens de rassembler ces ONG, organisations civiles, ONG nationales, au niveau international et local, et de les réunir de manière cohérente. Et si nous y arrivons, alors probablement que nous pourrons prendre un peu d'avance et commencer à être proactifs, et non simplement réactifs à ces crises constantes auxquelles nous faisons face. Dans le passé, beaucoup de travail s'est concentré sur traiter les symptômes d'une catastrophe ou sauver des vies, comme par exemple la distribution de nourriture suite à une catastrophe dans certaines régions d'Afrique. Cette approche est souvent insuffisante et à court terme. Beaucoup de gens vendent leurs biens ou émigrent à la recherche de nourriture et de travail afin de survivre. Un cercle vicieux de vulnérabilité, désastres, perte de revenus et pauvreté croissante est ainsi établi. Il y a 20 ans, la sécheresse était vraiment très grave. Il y avait un effet sur la vie des personnes car nous n'avions pas de barrage alors. Et nous n'avions pas d'eau, ni de récolte. Alors beaucoup de gens sont partis et des familles ont été séparées. Il est très important de comprendre ce lien entre les risques liés aux catastrophes et les moyens de subsistance. Une catastrophe peut détruire complètement les moyens de subsistance et les biens d'une communauté, et ainsi accroître leur niveau de pauvreté. En contrepartie, des moyens de subsistance résistants aux risques liés aux catastrophes peuvent aider ces communautés à se rétablir plus rapidement lors de catastrophes. C'est pourquoi la réduction des risques de catastrophes est importante. Dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, la plupart d'entre eux vivent de l'agriculture. Il y a beaucoup de fermiers qui dépendent de la pluie pour l'agriculture. Et nous avons besoin de moyens de subsistance, d'une base de développement durable qui permette aux personnes de s'adapter et de maintenir les comportements qui empêchent les désastres de se produire. Je pense que de nos jours, nous n'avons pas assez d'eau, étant donné qu'il y a de moins en moins de précipitations tous les ans et que la saison des pluies devient de plus en plus courte. Il ne pleut plus comme il pleuvait quand nous étions jeunes, et les puits s'assèchent. Une personne vulnérable est comparable à quelqu'un assis au bord d'une falaise qu'une légère poussée suffirait à faire tomber. Il nous faut déplacer cette personne du bord de la falaise vers un terrain plus sûr. L'ONG nous a aidés en construisant le barrage pour que l'eau soit maintenue à un endroit particulier. Ils nous ont aidés à construire des canaux qui permettent l'écoulement de l'eau jusqu'à notre terre. Des projets tels que celui-ci au Burkina Faso permettent aux communautés locales d'identifier les risques concernant leurs moyens de subsistance et les techniques nécessaires à leur protection. Les moyens de subsistance traditionnels ont besoin d'être adaptés à ces changements. Les cultivateurs ont réétabli des techniques traditionnelles pour la conservation des sols et de l'eau, telles que la plantation d'arbres, la construction de demi-lunes pour récolter l'eau. En faisant cela, ils colonisent de nouveau des terres touchées par la désertification tout en réduisant leur dépendance sur les pluies. Comme les pluies sont capricieuses, il peut se faire plusieurs semaines avant qu'il y ait plusieurs semaines entre deux pluies. C'est pour cela qu'ils mettent la terre à côté pour pouvoir maximiser au mieux la rétention de l'eau. Cela permet aussi à ces communautés d'accroître leur production et leurs revenus en période sèche. En 2005, il y a une période de sécheresse terrible, mais nous n'avons pas été touchés car nous avions beaucoup d'eau dans notre barrage et nos activités n'ont pas été interrompues. Pendant la saison des pluies, nous plantons le riz, puis les légumes pendant la saison sèche. Ainsi, nous moissonnons 2 fois par an et nous ne souffrons pas de la famine.
Dans cette région du Salvador, fréquemment touchée par des ouragans, des tempêtes et des inondations, une communauté a trouvé une solution qui leur permet de protéger l'environnement, leur a offert une source de revenus et les protège de catastrophes. Hemos logrado la construcción de los muros de llanta. Nous avons construit ces murs en pneus pour lutter contre les inondations et éviter que la mer n'envahisse la région. Ici, nous avons des palétuviers et d'autres arbres. Les poissons et les crabes se reproduisent ici et ils se nourrissent des feuilles qui tombent dans l'eau. Cela bénéficie à de nombreuses familles qui pêchent et se nourrissent de ces poissons. Ainsi, pour nous, la replantation des palétuviers est donc vitale. Muchas familias se benefician de eso. Por eso es bien vital la reforestación de mangles acá en nuestra comunidad. La communauté construit désormais ses propres cages à crabes et pêche afin de vendre leurs poissons au restaurant du coin. Avec l'argent ainsi gagné, la communauté a pu construire un pont qui permet aux enfants d'aller à l'école en toute sûreté lors d'inondations. Pour que la réduction du risque soit efficace, celle-ci doit se concentrer sur les moyens de subsistance des communautés concernées. Cela requiert la combinaison d'activités qui ont pour but de protéger le capital, les maisons et les biens, le patrimoine naturel, la terre et l'environnement, mais aussi contribuent à augmenter le capital financier des communautés au travers de moyens de subsistance plus résistants. Une réduction des risques réussie se préoccupe de problèmes actuels, mais prend aussi en compte la durabilité à long terme, ainsi que la protection de l'environnement afin de réduire tout risque futur. Le tsunami qui a dévasté certaines régions d'Asie du Sud et du Sud-Est en 2005 a exposé la vulnérabilité de nombreuses communautés au niveau de leur infrastructure, des pressions économiques et environnementales qu'elles subissent et du manque de réponse adéquate de la part du gouvernement. La plupart des barrières naturelles ont été endommagées pendant les 50 dernières années. Les palétuviers, les dunes de sable ont été enlevées pour faire place au développement économique, en particulier le développement de l'industrie hôtelière. Au Sri Lanka, un des pays les plus touchés par le tsunami, les défenses naturelles ont été détruites afin d'obtenir des gains financiers à court terme. La côte est par conséquent plus vulnérable au tsunami et aux augmentations subites des niveaux d'eau suite aux tempêtes. Des problèmes tels que celui-ci doivent être pris en compte lors de la reconstruction afin que cette génération et les générations futures soient plus résistantes aux catastrophes. Quand le tsunami a frappé, nous avons eu la chance de réévaluer certains des problèmes auxquels nous y avions dû faire face. Où nous nous étions trompés, nous avions une chance de le refaire. Et je crois que sur certaines parties de la côte, nous avons eu la chance de pouvoir reconstruire en prenant en compte la notion de développement durable. Ainsi, bien qu'en réalité le tsunami ait été une expérience dévastatrice en soi, je pense que cela a aussi été une opportunité pour nous. Après le tsunami, cet endroit était complètement dévasté. Et ces enfants participent à une campagne environnementale où ils plantent des arbres pour éviter d'autres désastres environnementaux. En faisant cela, nous espérons encourager les enfants à penser à l'environnement et les éduquer au sujet de leur importance. L'éducation des plus jeunes aux catastrophes est centrale pour construire une culture de prévention des risques qui portera ses fruits dans le futur. Les catastrophes sont un mélange complexe de facteurs naturels et humains. Afin de réduire les risques, nous avons besoin de comprendre quel type de facteurs influent sur les communautés, ainsi que les niveaux de vulnérabilité de chaque groupe. Cette vulnérabilité est la conséquence de relations de pouvoir et de facteurs socio-économiques, ainsi que d'exposition aux risques. Il est important de noter que chacun a la connaissance et les qualifications nécessaires à la réduction des risques de désastre. En prenant en compte les 6 principes présentés dans ce film, nous pouvons nous assurer que la réduction des risques soit adaptée à chaque contexte,
tout en sauvant des vies et protégeant l'environnement pour les générations futures.